Bonjour à tous. Pour ce deuxième rendez-vous Artefact, j'ai choisi de vous parler de la machine densitaire que sans doute la plupart d'entre vous connaît déjà un petit peu grâce au film de Patrice Pouillard, Les bâtisseurs de l'ancien monde, où elle est beaucoup évoquée. Par contre, ce qu'on sait moins, c'est comment est-ce qu'elle fonctionnait. Beaucoup de gens se demandent à quoi est-ce qu'elle pouvait servir, tout ce mécanisme à l'intérieur, à quel point est-ce qu'il était précis, à quoi est-ce qu'il servait. Et donc, je vais vous présenter une conférence pendant l'événement qui va expliquer comment est-ce que, avec cette machine, on pouvait prévoir les éclipses solaires et lunaires. Voici à quoi ressemble cette reproduction de la machine densitaire en Lego avec des cadrans en papier. Et elle se manipule avec cette manivelle. On voit que lorsqu'on la tourne, les aiguilles suivent le mouvement. Et elle fonctionne également avec un moteur. Et pendant l'événement, j'aurai l'occasion de vous faire des démonstrations avec cette machine, de vous la faire essayer, et elle nous aidera à comprendre comment fonctionnait la machine originale. Pour ma conférence, je vais vous parler du calendrier Maya, entre autres, ce sera en tout cas le début, et notamment je vais essayer de vous montrer comment fonctionne ce calendrier et pourquoi est-ce qu'ils ont créé un cycle de 260 jours qu'on appelle le Tzolk'in, composé de 13 fois 20 jours. Certes, on sait qu'il est composé ainsi, à 13 fois 20 jours, 260 jours, mais à quoi ça sert concrètement d'un point de vue astronomique? C'est ça que je vais vous montrer. À ma connaissance, personne n'en a parlé. C'est pourtant assez simple. Il suffit juste de se pencher un petit peu sur les cycles de notre système solaire pour comprendre que ce nombre 260 est extrêmement pratique pour ces savants mayas. Et puis, je prolongerai la conférence jusqu'en Égypte pour vous montrer qu'il y avait un système assez similaire qui s'est matérialisé sur un objet assez banal, qui est une règle graduée comme celle-ci, que j'ai reproduite en mettant quelques annotations numériques. Et cette règle qui est graduée de manière irrégulière n'a pas du tout été étudiée, elle a été rangée dans un musée, et il s'avère qu'en étudiant cette règle, on comprend qu'elle représente également des cycles astronomiques tout à fait similaires à ce qu'ont fait les Mayas. Et j'ai réalisé un petit guide justement de cette petite règle qui est bientôt disponible. Voilà, donc pour accompagner donc l'objet et la conférence. Je vous donne rendez-vous donc le samedi matin, le 21 mai, à Issoire, pour cette conférence. Merci, à bientôt. Ah, je suis déjà revenu. Oui, j'ai oublié un petit peu de parler de quelques petits éléments à propos de cet objet, de cette règle graduée. Effectivement, je vais aussi vous parler de ses dimensions, et notamment des dimensions des intervalles et les rapports qu'il y a entre eux, et ce que ça permet de comprendre. En effet, on explique depuis très longtemps que les bâtisseurs des cathédrales utilisaient une canne héritée de l'ancienne Égypte, et que cette canne reposait sur la coudée royale, et on obtenait des subdivisions à partir du nombre d'or. Donc cette canne médiévale, elle n'a jamais été retrouvée à ma connaissance, et c'est donc une façon de la contester et de considérer qu'elle n'existe pas. C'est ce que font beaucoup d'historiens, même si dans la mesure des monuments, on retrouve l'usage de la coudée royale dans les monuments de l'époque médiévale. Comme la règle n'a pas été retrouvée, eh bien on la conteste. Eh bien, il se trouve que cet objet révèle l'usage de la canne médiévale. Et donc, c'est une règle d'Égypte qui a à peu près 4000 ans. Et donc, c'est vraiment une découverte intéressante que je vous propose parce que la canne médiévale, eh bien, héritée d'Égypte, visiblement, elle existe puisqu'en voici une reproduction telle qu'elle était dans le musée avec ses dimensions. Je ne parle pas des petites annotations numériques que j'ai rajoutées, mais au niveau des intervalles, elle permet de comprendre que la canne médiévale a bien existé, entre autres, puisqu'on verra qu'il y a un lien évident entre le yarn mégalithique avec cette règle également. Voilà, cette fois-ci j'ai fini. Je suis Simon Ferrandou, écrivain, poète et chercheur indépendant, et je me passionne depuis toujours pour la question des origines, origines du cosmos, de la Terre, des hommes, mais origines aussi de leur religion, de leurs symboles, de leurs écritures, etc. Le sujet est infini. C'est donc logiquement dans ce cadre que je vais vous présenter une conférence au titre énigmatique, puisqu'elle s'intitule « Né
l'origine du monde. Simplement, si j'avais remplacé le mot né par le terme bien plus connu de vous, maman, alors il n'y aurait plus eu aucune énigme. Maman, l'origine du monde, bien sûr, tout est plus transparent. Alors, comment cette conférence s'inscrit dans les cycles de vie et du cosmos que propose l'association Artefact qui organise cet événement? Et pourquoi j'ai décidé, alors que les autres sujets sont liés au mégalithisme et à la science des anciens, de vous présenter moi une conférence qui somme toute sera une histoire de mère, de nourrisson, de sein, d'allaitement, de nourriture primordiale? Eh bien parce que, bien sûr, la venue au monde d'un bébé est l'origine des origines, symboliquement. Il se rejoue toujours là, à la naissance d'un nourrisson, la naissance de l'univers lui-même. C'est dans cette symbolique que les anciens pensaient. Ils s'inspiraient beaucoup de la naissance physiologique humaine pour expliquer l'apparition du cosmos et des astres. C'était une façon pour eux d'investiguer la nature qui les environnait. Pour les anciens, une des naissances était à l'image de l'autre, en fait. La naissance de l'homme et celle de l'univers et vice-versa. C'est la sagesse d'Hermès Trismégiste dans sa table d'émeraude que vous connaissez tous très bien. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et puis l'ancien monde était bien plus matriciel que ne l'est le monde d'aujourd'hui. Anciennement, les collines, les tertres, les grottes, les tumulus, les mégalithes, tous ces objets, naturels ou artificiels, étaient en fait assimilés bien souvent, symboliquement, aux parties féminines, au sein de la maman, au nombril, au ventre. Beaucoup de rites fertiles étaient associés au dolmen, au menhir, comme vous le savez bien. Donc beaucoup de ponts peuvent en fait être jetés entre le sujet que j'aborde et le monde mégalithique. Enfin, les mots, la parole, le verbe, c'était ça la chose, sacrée et vénérée partout, autant jadis, autant dans la préhistoire que dans l'Antiquité, jusqu'à très récemment. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les mots véhiculent la pensée. Or, la pensée des anciens était largement analogique, symbolique, poétique, c'est-à-dire créatrice d'images et de concepts. Or, il se cache derrière le mot maman ou derrière le mot que j'ai choisi, na, qui est l'un des noms de la mère dans certaines langues du monde. Il se cache derrière ces termes une analogie fondatrice présente chez le bébé dès les premières semaines. Celui-ci va associer, assez logiquement, sa mère à la nourriture, à sa poitrine, à son ventre, et donc à la chaleur, au lien, au contact, au giron maternel, etc., etc. Et cette pensée fondatrice est une analogie, et la pensée des anciens était analogique, et c'est donc ce type de pensée, en vérité, qui a conduit les anciens peuples à édifier des mégalithes partout sur la surface du globe. C'est donc par mon sujet, en vérité, un pan de la pensée symbolique des anciens que je vais vous proposer d'explorer. J'espère que cette question va vous passionner, tout autant qu'elle m'aura passionné pendant la création de cette conférence. Et je vous dis donc à très bientôt.